Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 8h45, les grands débats ce matin, Arlette Chabot et vos appels, 0826 300 300. Et on commence tout d'abord avec Sergueï Girnev qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de la Russie, ex-agent du KGB, pour parler effectivement de cette annonce un peu surprise, étonnante de Vladimir Poutine hier aux alentours de 14h30, 15h, début d'après-midi. Cette décision est bien de mettre en alerte la force de dissuasion nucléaire russe. Déjà, quand on parle de mise en alerte de la force de dissuasion nucléaire russe, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord, surprise pour vous. Parce que jeudi, j'étais sur une antenne, j'ai dit que ma source au Kremlin a annoncé déjà que Poutine était prêt à faire une frappe nucléaire tactique sur l'Ukraine. On m'a regardé comme un fou. Hier, la personne m'a rappelé en se disant « Putain, mais tu tiens d'où ces trucs-là ?» Donc pour expliquer, pour l'instant, ne nous affolons pas, parce que les forces de frappe nucléaire, ils sont toujours là. Mais chez les Américains, ce serait plus facile chez les Américains parce que chez les Russes, c'est secret. Donc vous avez 5 niveaux de DEFCOM. Le 5e, c'est le plus bas. Le premier, c'est la frappe. Donc là, on est passé à DEFCOM 3. C'est-à-dire que toutes les forces, les missiles qui n'étaient pas chargés, on les charge de fuel. Ouais. Ils passent tous dans le mode opératoire. Parce qu'il y en avait un qui était en réparation, etc. etc. Et puis surtout, il y avait un accord avec les Américains, c'est que toutes ces forces, dans leurs ordinateurs, n'avaient pas de cible. Là, hier, tous les missiles ont reçu les cibles concrètes qu'il allait frapper. Et quand Poutine a annoncé ça, automatiquement, les Américains sont obligés de passer au même niveau. Ça veut dire que hier, non seulement la Russie est passée au niveau 3, mais les Américains aussi. Après, il nous reste 2 et 1. 2, ça veut dire qu'on ouvre les codes, et 1, on frappe. On appuie. Ouais. Vous parlez des États-Unis, du côté français. La même chose. Ça amène une réaction aussi. La même chose. Toutes les forces nucléaires du monde, ils se regardent entre elles et ils font exactement la même chose. Ils sont obligés. Donc, bien évidemment, après les arsenaux, vous avez vu. Donc, les Russes, c'est 6000 et quelques. Les Américains, c'est 5000 et quelques. Les Français, c'est quoi 290. Les Anglais, 250 peut-être. Mais de toute façon, tout le monde est passé au même niveau. Voilà, donc et les Chinois aussi. Vous dites que vous n'avez pas été surpris par cette décision, cette annonce. Comment on peut l'expliquer? Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu illogique. On n'arrive pas à comprendre le sens. Pourquoi ils décident à ce moment-là de déclencher, alors qu'on parle dans le même temps de pourparlers à la frontière biélorusse entre Moscou et Kiev, d'une certaine façon. Vous faites la moue. Moi, je rigole, parce que ça vous fait rigoler. Vous avez vu les pourparlers. Il a mené les pourparlers avec le président Macron et en même temps il préparait sa frappe. Donc les pourparlers pour lui c'est de la fumée, c'est de l'intox. De l'infox et de l'intox. Donc les pourparlers, on rigole. Et donc c'est à prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux, ça c'est extrêmement sérieux. Et puis la logique, si vous voulez, il y a autre chose. La Russie, la seule force de la Russie de Poutine, c'est l'arsenal nucléaire soviétique. Le problème, c'est que cet arsenal, on ne peut pas l'employer. Et si vous enlevez ça, c'est un tout petit pays, avec le PIB de Portugal, qui peut rien faire, qui dépend entièrement de l'étranger, à l'export et à l'import, parce que vous imaginez, c'est la folie. Il nous vend le gaz, le pétrole, avec ça il gagne de l'argent, et après il nous achète les machines et tout ce qu'il ne produit pas, et il va nous faire la guerre. Mais elle est où la logique? La Russie, c'est 17,5 millions de kilomètres carrés. Qu'est-ce qu'il va chercher des territoires en Ukraine? On ne sait pas quoi en faire en Russie. Il y a des routes qui n'existent pas. Il y a les communications qui tombent en ruine. Mais il n'investit rien dans la reconstruction du pays et il va envahir encore un pays de 4 millions de kilomètres carrés. Ça sert à quoi? Sergueï Girnev, à votre avis, comment vous expliquez finalement cette décision de Vladimir Poutine de dire hier, on met en alerte, ça y est. Ça veut dire que c'est un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'il a... On s'embourbe en Ukraine. D'abord, il a franchi la ligne de non-retour pour moi, quand il a signé déjà la reconnaissance des deux républiques, parce que maintenant, ça ouvre aussi la voie à la dislocation de la Russie.
à la dislocation de la Russie, parce que la Russie, c'est fédération. Il y a 85 sujets de fédération. Et donc, chacun, maintenant, peut déclarer son indépendance. Et Poutine n'a plus rien à dire, puisqu'elle a reconnu les autres. Donc ça, c'est la première chose. Après, il a compris, peut-être, il espérait conquérir l'Ukraine comme la Crimée en 2014. Ça s'est pas passé comme ça. Et donc, du coup, il a compris qu'il ne peut pas dominer un peuple de 40 millions de personnes qui va défendre leur pays. Parce que côté russe, c'est quoi? C'est les genoux de 19 ans qui ne savent même pas. Vous avez vu les images. Ils sont perdus, ils savent pas pourquoi ils sont là. Et d'ailleurs, je disais aussi que le 31 janvier, il y a le général Leonid Evachov, qui est l'ancien directeur de la Direction générale de la coopération militaire du ministère de la Défense, qui a écrit une lettre ouverte. Il dirige l'association pan-russe des officiers. Et il a dit, Poutine, comme commandant en chef, doit démissionner. Tous les officiers de Russie doivent ne pas exécuter les ordres qui sont donnés. Et si la Russie s'engage dans la guerre d'Ukraine, c'est la Russie qui est perdue. Ivachov, c'est un faucon. Hein. C'est un faucon de chez Faucon. Hein. Et s'il a écrit ça, c'est que les militaires ne veulent pas se battre. Vous avez vu comment Poutine a traité Narishkin dans le Conseil? Il l'a humilié. Enfin, il l'a traité. Des renseignements extérieurs, effectivement. Bah voilà. Est-ce que financièrement, la Russie a les moyens de faire la guerre? Non. La Russie n'a pas financièrement la guerre, les moyens de faire la guerre, parce qu'il a les réserves en or et en diamant. Ça peut tenir. Mais le reste, le rouble n'est pas convertible, donc le rouble, c'est du papier. Donc ça, c'est pas de la monnaie. Si vous voulez acheter quelque chose, le rouble, ça ne sert à rien. Donc il faut gagner des devises convertibles. Dollars, euros, yens, yuan, etc. Les États-Unis, Federal Reserve, peut dire demain, j'interdis à la Russie et à tous ses partenaires étrangers dans le monde entier d'utiliser les dollars. Ils l'ont fait pour les Iraniens. Donc, et il peut dire aussi, toutes les réserves, je crois que ça a été dit, toutes les réserves de la Banque centrale russe déposées dans les banques étrangères sont bloquées. Oui, c'est gelé pour l'instant. Oui. Voilà. Donc, il se retrouve sans rien. Il peut rien vendre. Et à la limite, si on rajoute, là actuellement, on dit aucune marchandise russe n'est plus achetée et rien n'est vendu à la Russie. En 4 semaines, la Russie est étranglée. Poutine s'écroule. Et il y a un des oligarques qui va le bousiller parce que... vous imaginez, la première semaine de préparatifs, encore quand il y avait les troupes à la frontière, il y avait les oligarques russes qui ont perdu en une journée 40 milliards de capitalisation. 40, mais en une journée. Le rouble a perdu de sa valeur 30% de sa valeur. Donc, même ce papier qui ne circule que en Russie, les gens qui ont leurs économies en rouble, ils n'ont plus rien. Sergueï Girnov, vous avez parlé notamment de frappe nucléaire tactique, pour bien comprendre. Alors, on a compris, aveu de faiblesse de la part de Poutine pour vous sur cette annonce de la dissuasion nucléaire. Concrètement, ça peut ressembler à quoi une frappe nucléaire tactique, comme vous le dites? Donc, quand on dit une bombe nucléaire, on s'imagine tout de suite une catastrophe mondiale, etc. En fait, chez les militaires, ils sont beaucoup plus pragmatiques parce qu'il y a une graduation dans la puissance des armes. Vous avez par exemple une explosion qu'on appelle une explosion par volume, volumineuse. Elle équivaut à 3 kilotonnes. Ça veut dire que c'est la bombe d'Hiroshima. Et une frappe nucléaire tactique, ça veut dire que c'est une toute petite arme. Chirurgicale. Voilà. Ça veut dire que c'est 1 kilotonne. Ça va faire un petit cratère de 200 mètres. Et il y aura... c'est 2 fois plus qu'on a vu avec l'explosion au Liban, dans le port de Liban. C'est pour vous donner l'idée. Ça veut dire qu'il y aura... tout va disparaître dans un diamètre de 2 km. Mais vous aurez un champignon atomique qui va... Vous aurez la radiation qui va être partout. Et donc, symboliquement, c'est quelque chose d'abominable. Et puis, il sera... Je crois que c'est ça aussi qui le tente. Il est devenu un peu cinglé. Et ce qu'il tente, c'est devenir le 2e homme dans l'histoire de l'humanité qui va appuyer, après Truman, sur le champignon atomique. Au Japon. Arlette Chabot, quand vous entendez, c'est vrai que parler de nouveau de l'arme atomique, de dire qu'on n'a jamais été aussi proche, c'est inquiétant, c'est surprenant. C'est surtout un formidable et un horrible retour en arrière. Absolument.
par définition, l'arme nucléaire, la dissuasion, a fait que nous nous sommes gentiment endormis en disant qu'une guerre mondiale n'était plus possible, parce que chacun, évidemment, avait la terreur et les moyens de terroriser l'adversaire. Donc ça nous mettait à l'abri. Effectivement, entendre un responsable d'un grand pays dire qu'il peut appuyer sur le bouton, comme on dit familièrement, effectivement, ça ramène à des crises. Ça fait quoi, à Cuba, 62, c'est ça. Voilà, il y a eu la période aussi autour de 83 sur les 83 les sur missiles. tout à fait. Entre l'Allemagne, en Allemagne, et ça c'était une crise effectivement très importante sur l'installation de ces missiles. Mais au fond, à chaque fois, on se disait que la raison devait toujours prévaloir et allait l'emporter. Alors, la raison. Quand la déraison le semble effectivement avoir l'avantage, c'est extrêmement préoccupant ce retour en guerre froide, c'est-à-dire qu'on revient, 60 ans en arrière. Et ce qui est surprenant, c'est que Vladimir Poutine, a priori, utilise toujours ce terme de dissuasion nucléaire. C'est ça qui est surprenant aussi, c'est-à-dire que menace maximale, mais en même temps, le choix des termes, c'est dissuasion. Donc, mais vous n'avez pas directement dans l'utilisation. Dans Orwell, 1984. Dans ce livre, le ministère de la Défense, de l'agression, il s'appelle comment ? Le ministère de la Paix. Le ministère de Torture, il s'appelle le ministère de la Vérité. Vous voyez, tout est renversé. Et d'ailleurs, il a employé les termes pour mobiliser l'opinion publique russe. Il a parlé d'Ukrainiens comme de drogués, de néo-nazis, enfin... voilà. Et donc, en fait, il utilise... C'est purement de la propagande. Donc, il inverse, en fait, le truc, parce que tous les agresseurs dans le monde entier, ils agressaient toujours au nom de la paix, pour sauvegarder la paix. Je crois que même les Hitler, à la limite, ils disaient, oui, il faut sauvegarder la paix, donc je dois écraser les voisins pour sauvegarder la paix. Bon, on se souvient notamment, c'était sur l'invasion allemande en Autriche, où c'était à la base le ministre de l'Intérieur nous appelle pour rétablir la paix, éviter la guerre civile en Autriche. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, mais c'est pour ça qu'on fait les comparaisons historiques. Et on nous disait, vous exagérez, mais la Crimée, c'est Anschluss d'Autriche. Les deux républiques à l'est de l'Ukraine, c'est les Sudètes tchèques. Et puis là, maintenant, on est au partage de la Pologne. Donc, à la place de la Pologne, c'est l'Ukraine. Et d'ailleurs, il y a une certaine ironie, parce qu'une partie de Pologne fait partie de l'Ukraine actuellement. Oui, Arlette Chabot. Alors, les opinions publiques jouent un rôle déterminant à l'Ouest, parce que c'est ça la liberté et la démocratie. Est-ce qu'il peut y avoir un réveil des Russes qui, effectivement, ont sans doute accès encore à des réseaux et à des informations venant de l'étranger? Ça fonctionne. En revanche, on voit bien ce que les médias russes ne parlent pas de guerre, ne parlent pas d'invasion, ne parlent que de cette mission de paix. Il n'y a pas d'image, pour l'instant, évidemment, difficile. Il peut y avoir une mobilisation, sachant que dès qu'on sort dans la rue pour dire non, on est arrêté. Si. Rien n'est perdu, parce que vous avez entendu aussi qu'il y a eu 3000 arrestations des personnes qui sont sorties dans la rue. Toute l'opposition actuellement est sur YouTube. Donc YouTube, vous avez plein de canaux qui disent la vérité, qui expriment les vraies émotions. Il y a aussi déjà les pertes chez les Russes. On parle de 6000 soldats tués. Les Russes les nient, mais les Ukrainiens disent qu'il y a plus de Russes qui sont tués que les Ukrainiens. Et donc, mais côté russe, on commence à parler justement des pertes. Justement, mais vous savez, quand les maires et les villes russes vont commencer à recevoir les cercueils avec les petits gugus là qui ont perdu la guerre pour rien, là ça va changer. Et puis économiquement, ils vont ressentir le rouble les chutes, toutes les bourses chutent. Quotidien, bien sûr. Là, voilà. Sergueï Janov, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, spécialiste de la Russie, ex-agent du KGB. Merci pour toutes ces précisions. Arlette Chabot, vous restez avec nous, bien sûr. On poursuit les débats. Et puis avec vous aussi, vous nous appelez bien sûr au standard, Cécile. Ouais, 0826 300 300. Vous voulez en parler, vous voulez nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez un avis ou même un témoignage à apporter, on vous attend au standard et on revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Et tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel, bienvenue. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon Éric, on en reparle, la guerre en Ukraine, en tout cas qui bouleverse aussi la présidentielle, ne n'oublions pas, de fond en comble, les candidats qui ne parlent plus que ça.
Oui, alors ça peut paraître un sujet annexe, sauf pour nous Français, mais c'est vrai que la guerre en Ukraine a des impacts politiques majeurs dans notre pays. Vous avez raison, les candidats ne parlent plus que de ça. Il faut dire que cette crise est majeure, on n'avait pas connu ça en Europe depuis plusieurs décennies. Alors si je fais un petit point rapide, Jean-Luc Mélenchon, depuis l'île de la Réunion où il était en déplacement électoral, demande l'ouverture immédiate d'une conférence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la fameuse OSCE. Yannick Jadot, pour les Verts, plutôt traditionnellement antimilitaristes, les Verts, eux, ils soutiennent, et Jadot en tête, la vente d'armes pour l'Ukraine et l'amplification des sanctions, notamment économiques. Éric Zemmour, vous l'avez peut-être vu dans une lettre envoyée à Emmanuel Macron, demande que Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères socialiste, et Nicolas Sarkozy deviennent les émissaires diplomatiques pour la France dans cette crise ukrainienne. Et d'ailleurs, quelques heures plus tard, pas très original, Valérie Pécresse a imité Zemmour en proposant elle aussi la médiation de Nicolas Sarkozy. Bon, Éric, est-ce qu'on peut imaginer un report de l'élection présidentielle? C'est un peu la grande question aussi au vu des circonstances. Est-ce qu'on peut en tout cas se poser cette question-là? Écoutez, on peut déjà se poser la question de savoir si on peut se poser la question effectivement de la tenue ou du report de notre élection présidentielle, moment phare de notre démocratie. Parce qu'après tout, si la situation nécessite qu'Emmanuel Macron n'entre pas en campagne et que son statut de chef de l'État, c'est bien lui qui est à l'Élysée, soit utile dans les négociations, après tout il est président en exercice de l'Union européenne, rappelons-le, pour encore 4 mois, oui, que penser de la tenue de l'élection présidentielle, dont le premier tour, quand même, rappelons-le, est programmé le 10 avril, et la clôture des candidatures avec les 500 fameux parrainages, c'est le 4 mars, c'est-à-dire c'est vendredi prochain. Bon, alors, Emmanuel Macron les a, mais est-ce qu'il va trouver la fenêtre médiatique pour être candidat à l'élection présidentielle et pas se départir de son statut de chef de l'État? C'est une autre question. Bon, Éric, que dit en tout cas la Constitution de 1958 sur l'extension des pouvoirs du président en cas d'événement majeur? Alors vous avez raison, c'est un point crucial. J'ai regardé, il y a le fameux article 16 que les constitutionnalistes connaissent bien, l'article 16 de la Constitution de 1958, rédigé par Michel Debré. Alors cet article prévoit, sur une période de 30 à 60 jours, l'extension des pouvoirs du président de la République si, alors il y a plusieurs cas, si l'indépendance de la nation est en cause, si l'intégrité de son territoire ou, écoutez bien, l'exécution de ses engagements internationaux le nécessite. On pourrait être dans ce troisième cas de figure, l'exécution d'engagements internationaux que Emmanuel Macron aurait signé à la France et qui nécessiterait de mettre en branle l'article 16. Alors, étendre les pouvoirs du président de la République, sont évidemment une mesure exceptionnelle que prévoit cet article 16, sous le contrôle du Parlement et du Conseil constitutionnel. Alors, certains, évidemment, vont faire remarquer que le Conseil constitutionnel a plutôt été verrouillé ces derniers temps par des proches d'Emmanuel Macron. Alors, on n'en est pas là. Ce recours à l'article 16 serait-il d'ailleurs compris par les Français? Ouvrirait-il une crise, même politique interne en France? Pourquoi pas? On peut rajouter des choses à des choses et à des situations compliquées. En tout cas, oui, Benjamin, on peut se poser la question, ne serait-ce que pour y réfléchir en amont. Merci en tout cas Éric Revel. On va faire réagir notamment sur le plateau ici Arlette Chabot qui est toujours avec nous. Et on a parlé d'ailleurs tout à l'heure, Arlette, dans votre édito politique à 7h30 de cette question de savoir déjà ce que savoir pour conséquence, pour impact cette crise, cette guerre en Ukraine, notamment sur la campagne d'Emmanuel Macron. Ça pourrait le servir, en tout cas dans la stature présidentielle. Est-ce qu'il faut déjà se poser aussi la question, comme le fait Éric Revel, de se demander s'il faut mettre de côté, entre parenthèses, vous le disiez, la campagne d'une part, et puis pourquoi pas reporter ces élections présidentielles? Alors c'est effectivement très compliqué pour l'instant, tout le monde est contre pour une raison simple, c'est que les démocraties, ce qui symbolise ces démocraties, ce sont les élections. Donc au fond ce serait une victoire pour Vladimir Poutine si, bien entendu, les élections ne se tenaient pas, l'élection présidentielle ne se tenait pas. Donc, pas question de les reporter. On avait beaucoup évoqué déjà et on s'était interrogé à propos du Covid, mais là on est dans une autre dimension, effectivement. En revanche, ce que dit Éric, et il a tout à fait raison, sur éventuellement l'article 16, mais ça sera de soi naturel. Et là, la campagne, au fond, sera éteinte parce que on a même entendu tout à l'heure dans la bouche de votre invité politique précédent, Sébastien Chenu, à quel point il y a un souci, quand même, par exemple, du côté du Rassemblement national, d'éviter toute polémique, toute mise en cause directe du président de la République.
car c'est vrai que c'est compliqué pour l'opposition. S'attaquer à Emmanuel Macron en l'accusant de vouloir profiter de la situation, tout en lui demandant en même temps de s'activer pour essayer de trouver une solution et de favoriser le dialogue et donc la paix, c'est une position très difficile à tenir. Alors demain, il y aura un débat à l'Assemblée, on verra quelle est la tonalité adoptée par chacun. Oui, effectivement. Sergueï Gernov, qui reste avec nous, bah oui, il est bien avec nous, effectivement. Pour continuer ce débat, spécialiste, bah, tant mieux. Ça n'en dit pas de part. Bah, je suis concerné, hein, vous imaginez, parce qu'en fait, j'ai fait l'ENA avec Valérie Pécresse. Quand j'étais au KGB, c'est elle qui m'a recommandé d'ailleurs au KGB. Il y a le livre qui sort sur elle cette semaine aussi, de Coudurier. Bah, j'ai un chapitre dans ce livre, pages 54 à 59, dans la ligne de mire de KGB. Donc, et je sors le mien aussi avec ma version aussi, le 3 mars, l'éclaireur chez Nimrod. Et donc voilà, donc je suis concerné. Et puis vous avez vu, et alors, vous réagissiez à ce que disait Arlette Chabot sur la question de si on repousse les élections présidentielles en France, il y a ce côté, c'est une victoire pour Vladimir Poutine, clairement. Il y a pire que ça. Ça veut dire, on disait, quand est-ce que Poutine va s'introduire dans l'élection française, parce qu'on se souvient de 2017, des Américains, etc. Ben, il est là. En fait, il a pollué déjà la campagne. Il est trouble-fête. Et d'ailleurs, Marine Le Pen était la première à comprendre, parce que tout de suite après le 21 février, elle a déclaré, sous prétexte qu'il lui manquait quelques signatures, qu'elle suspendait sa campagne. Voilà. Mais en même temps, j'étais sur un autre plateau il y a 4 jours avec les responsables des trois partis et je leur disais, mais c'est mort la campagne. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand il y a un pays en guerre et en plus un pays aussi fort? Ils disaient non, on peut pas arrêter. On les comprend aussi. Vous avez, il y a aussi des sous qui ont été dépensés de la campagne. Donc en fait donc voilà. Ouais. Éric Revel, sur cette question de la campagne, finalement, c'est la campagne impossible des présidentielles, quoi, en ce moment. C'est un peu l'idée, l'impression que ça nous donne, quoi. Oui, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. On dit Vladimir Poutine cherchait la meilleure occasion de s'introduire dans la campagne électorale française, mais en fait, d'une certaine manière, à son corps défendant, à l'insu de son plein gré, c'est quand même Emmanuel Macron qui a introduit Vladimir Poutine dans la campagne électorale en passant 6 heures en tête-à-tête sur une grande table face au chef du Kremlin. On était dans un contexte. Certains ont dit à ce moment-là que c'est lui d'ailleurs qui pensait en tirer les marrons du feu. Hein. On a complètement oublié il y a quelques jours Emmanuel Macron nous avait expliqué qu'on était en pleine désescalade, et puis quelques heures plus tard que ça y est, il y avait un sommet, un face-à-face Biden-Vladimir Poutine. C'est pas vraiment la direction compris des choses. Donc d'une certaine manière, pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron, si on fait de la politique politicienne interne, il a souhaité aussi d'une certaine manière que Vladimir Poutine soit dans le jeu pour espérer en tirer des marrons du feu électoraux, mais ça n'a pas tourné comme ça. Bon, on entend aussi, rappelons-le, que président, la France qui est à la présidence de l'Union européenne aussi, donc il y avait peut-être aussi ce rôle qu'il avait finalement à jouer. De fait, Arlette Chabot, ça vous faisait réagir ce que disait Éric Revel à l'instant. Oui, parce que Éric n'est pas d'accord avec nous, donc nous ne sommes. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que franchement, Emmanuel Macron est resté tranquillement à l'Élysée. Tout le monde aurait protesté en disant comment la France n'essaye pas de jouer son rôle, d'influencer. Il a pris un risque en allant à Moscou. Alors on peut dire après, il a été naïf, il a été très optimiste, effectivement, en annonçant à la fois la désescalade ou ce fameux sommet démenti il y a tout juste une semaine d'ailleurs, par Moscou. Mais en même temps, un président français qui assure la présidence du Conseil des ministres de l'Europe, qui serait resté encore une fois au chaud, tranquille, mais tout le monde aurait protesté. Arlette Chabot, est-ce que justement la mise en scène de la table, du protocole, quand il a reçu justement Emmanuel Macron, c'est pas justement pour mettre la main mise et montrer sa puissance et effectivement s'introduire dans la campagne? L'accueil aussi à l'aéroport qui avait été pas mal moqué. Sergueï Gernov, on vous offre la parole dans un instant. Il a envie de parler. Mais juste rapidement. Oui, je veux dire, c'est pas uniquement le sort réservé à Emmanuel Macron, d'autres ne se soumettant pas à certaines règles sanitaires ont été tenus à l'écart, mais c'est vrai que ça donne une ambiance un peu, James Bond. C'est un peu ça. C'était un peu, on se croyait un peu dans un film. Il y a une mise en scène, évidemment, de la part de Vladimir, Spectre, de Vladimir Poutine, ça paraît évident. Sergueï Gernov, vous lire et en fait non, parce que c'est justement ça. Poutine a reçu Orban. Avec la même table, avec les mêmes 5 kilomètres à l'autre bout. Et après, il est allé quand même en Chine,
voir Xi Jinping, où ils étaient côte à côte, ils se sont embrassés, et Xi Jinping s'est permis quelque chose dont personne n'en parle. Ouais. Il lui a fait la même chose que Macron à ses supporters quand il est entré au pouvoir. Ça veut dire qu'il a tapoté la joue. Voilà, c'est ça. Et une fois, lorsque Poutine est revenu à Moscou, il a mis Macron encore à 5 km de lui. Donc du coup, il a montré qui est le vrai partenaire et qui est... Qui est le patron, restez avec nous, on revient dans un instant. Vos appels 0826 300 300 si vous voulez commenter cette actualité. Et on recevra d'ailleurs Isabelle Lasserre, spécialiste de la diplomatie au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et auteur de ce livre, vous l'avez peut-être lu, Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système, aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. 9h18, un studio au complet ce matin avec Arlette Chabot, Éric Revel, bien sûr, Sergueï Girnov qui est toujours avec nous, un spécialiste de la Russie, ex-agent du KGB, avec ce livre, L'éclaireur chez Nimrod, et Isabelle Lasserre, bonjour, merci d'être avec nous, spécialiste de la diplomatie au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et auteur de ce livre, Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système, aux éditions de l'Observatoire. Et bonjour Isabelle Lasserre, merci de nous avoir rejoints donc sur Sud Radio. Ce matin, on va parler de pas mal de choses, bien sûr. Alors, les sanctions européennes, peut-être aussi, qu'on a annoncé donc hier. Déjà, sur la question des pourparlers, on en parlait justement tout à l'heure avec Sergueï Girnov, qui nous disait, en gros, c'est un peu du bluff, on n'y croit pas. C'est finalement un coup d'épée dans l'eau du côté russe. En tout cas, c'est une façon de faire diversion. C'est quoi votre avis sur ces pourparlers qui doivent commencer ce matin à la frontière biélorusse ? Le même. Un coup de bluff, un piège. En tout cas, c'est totalement déconnecté de la situation sur le terrain. Et visiblement, les Ukrainiens, enfin les responsables ukrainiens ont annoncé qu'il n'était pas question d'une capitulation. Il y a des députés qui prennent les armes à Kiev. On voit mal, toute l'Europe est en train de se réveiller pour aider les Ukrainiens. On les voit mal aujourd'hui faire la moindre concession à Vladimir Poutine. C'est pas du tout dans le timing. Donc, officiellement, les Ukrainiens vont voir ce que Poutine a à leur offrir. Mais de toute façon, Poutine leur demandera des énormes concessions qu'ils ne seront pas prêts à faire. Donc on ne voit pas bien l'intérêt de ces pourparlers. Quelqu'un essaye de gagner du temps. Est-ce que toutes les deux parties essayent de gagner du temps ? Ce serait mon interprétation personnelle. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et en plus, il faudra bien préciser que Poutine a proposé même un piège, parce qu'il a proposé de faire ces pourparlers en Biélorussie. Ça veut dire un allié de Poutine qui participe d'ailleurs à cette guerre. Loukachenko, c'est le deuxième pays qui participe à cette guerre, parce qu'il y a eu des troupes russes qui étaient stationnées en Biélorussie, 30 000, et qui sont d'ailleurs ceux qui ont envahi Kiev, ils sont venus de Biélorussie. Sur une autre question sur le conflit actuel, on a l'impression justement que ça se stabilise un petit peu, en tout cas que l'armée russe a du mal finalement à s'emparer notamment de Kiev. Comment on explique effectivement, et comment on explique justement ça, le fait que on avait l'impression sur les premières heures que finalement rien ne pouvait arrêter l'armée russe, et là il y a cette difficulté. C'est pas une stabilisation, c'est que en général dans les guerres, les choses ne se passent jamais comme prévu. C'était déjà la même chose à l'époque de la Tchétchénie. Les Russes pensaient pouvoir réduire la rébellion en 48 heures. Ça a mis 5 semaines. Grozny est tombé au bout de 5 semaines, et ensuite la guerre a duré 2 ans et demi, puis une autre guerre qui a duré encore beaucoup plus longtemps que ça. Et là, il se passe exactement la même chose. Visiblement, Vladimir Poutine a complètement sous-estimé la force du nationalisme ukrainien. Il a cru qu'il allait rentrer comme dans du beurre, parce qu'en fait, ce qu'il dit depuis toujours, c'est que les Ukrainiens sont le même peuple que les Russes, que l'Ukraine est le même pays que la Russie. Non, l'Ukraine de 2022 n'est pas celle des début des années 2000. Elle a beaucoup changé. Elle s'est complètement rapprochée de l'Occident et de l'Europe, et elle n'a plus du tout envie de vivre sous le joug de la Russie. Donc, elle résiste. Et le problème, c'est que pour prendre une ville qui résiste, eh bien, il faut plus que 4 jours. Ou alors, il faut faire comme à Grozny, faire entrer beaucoup plus de chars et passer à la phase bombardement aérien, comme ce que les Russes avaient fait à Grozny. C'est un petit peu délicat aujourd'hui. Poutine, je pense, avait voulu aller très très vite, un petit raid aéroporté pour décapiter le pouvoir à Kiev. Ça ne s'est pas passé comme ça, et ça ne se passe pas comme ça dans les autres villes, puisque Kharkiv a été prise puis reprise par les
Ukrainiens. Il y a une résistance acharnée des Ukrainiens. L'idée, c'est d'encercler les grandes villes, notamment. L'idée, alors, il y a une autre chose aussi, c'est que en fait, les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Ils se battent pour libérer leur pays, pour la démocratie, pour rejoindre le camp occidental. Face à eux, on a des soldats russes qui sont un peu paumés. On leur a dit depuis toujours, les Ukrainiens sont nos frères, c'est notre même peuple. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, on les envoie tuer leurs frères. Oui. Et il y a un problème de motivation. Une dernière question avant de justement passer la parole aussi aux autres chroniqueurs et invités qui sont présents avec nous. C'est vrai que sur les résistants, cette résistance ukrainienne, elle est symbolisée, alors plein d'anonymes, bien sûr, on voit les images, les photos, elle est symbolisée aussi par un homme, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ancien acteur, devenu chef de guerre, président. Pourquoi est-ce qu'il surprend à ce point Isabelle Lasserre et est-ce qu'il peut tenir comme ça dans la durée, en tout cas, avec ce courage, c'est vrai qu'on le voit en tout cas. Alors moi, je l'ai jamais pris pour un clown. Je l'ai interviewé il y a quelques mois et j'ai passé 1h30 avec lui à Kiev dans son bureau. Il m'a fait un peu penser au président français, la même énergie, les mêmes challenges, même ce qui est impossible, on essaye. Un type jeune. Moi, je le trouve très très impressionnant. Quand on dit vulgairement il était acteur, c'était plus que ça, parce que il était en fait à l'époque de l'Union soviétique. D'abord, il était d'une petite ville du Nord, minière, industrielle, dont on sort quand même assez rarement comme ça. Et il était en fait, il y avait des concours à l'époque de l'Union soviétique, des concours d'acteurs, comme on dit, les one man show, d'éloquence, etc. Et il a gagné en fait le premier prix de toute l'Union soviétique. Donc c'était pas juste un humoriste comme ça. C'était déjà un type qui était extraordinaire dans son job. Et après, il a fait fortune. Et après, en plus, il a fait fortune. Il a gagné énormément d'argent. Donc c'est un type qui a toujours été vraiment au-delà du lot. Là, il est totalement, il incarne la résistance. Vladimir Poutine est en train d'en faire un héros. Il est quand même assez impressionnant. Alors le problème, c'est que si je peux me permettre de parler ainsi, il a un peu chaud aux fesses, parce que là, c'est la cible de Vladimir Poutine. Si Kiev tombe demain et que les Spetsnaz rentrent au centre de Kiev et s'empare de lui, on ne sait pas s'il sera toujours vivant la semaine prochaine. S'il survit à cette offensive, qu'il n'est pas attrapé par le pouvoir russe ou tué, je pense que Volodymyr Zelensky sera un grand leader. Ouais. Et peut-être un prix Nobel, on ne sait jamais. 0826 300 300 avec Jacques qui nous appelle de Marseille. Et on donnera la parole après à Eric Revel qui voulait réagir. Peut-être Eric d'abord, non ? Oui. Allez-y, Eric, deux petites choses, si vous permettez, sur la situation militaire en Ukraine. Sans doute que pour éviter que les Ukrainiens et les Russes ne pactisent, parce que les peuples sont proches, comme on le disait, et parfois sont confondus, il faut pas oublier il va faire donner ce que j'appelle les colonnes infernales de Ramzan Kadyrov, le Tchétchène. Voilà, ça c'est important, parce qu'évidemment, dans la communication, ces gens ne passent pas pour être des militaires pleutres, si vous me passez l'expression, et l'arrivée sur place des colonnes infernales de Kadyrov peut aussi peut-être, je ne suis pas un expert militaire, mais bouleverser les choses. Et juste, je voulais ajouter l'excellent Hubert Védrine hier ce week-end chez Alexandre Devecchio sur Sud Radio, qui a tout résumé, à mon avis, qui a une hauteur de vue, cet ancien ministre des Affaires étrangères français socialiste absolument incroyable, qui disait « Nous, on est des herbivores de la géopolitique. En face, nous avons des carnivores de la géopolitique. Et l'Europe a longtemps cru qu'avec ces seules valeurs, elle pourrait mettre par terre des pays, des gouvernements. Voilà, on avait nos valeurs qu'on défendait. On s'aperçoit que maintenant, il faut vendre des armes à l'Ukraine si on veut que l'Europe résiste et s'affirme. Et cette émission, d'ailleurs, on peut la réécouter sur le YouTube Sud Radio ou sur les podcasts sudradio.fr. Alors, le standard 0826 300 300 avec Jacques qui nous appelle de Marseille. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Merci et bonjour de m'accueillir sur Sud Radio. Bon, si je voulais passer pour un type bien, je vous dirais que Poutine est un tueur, comme a dit Joe Biden. Mais comme il est atteint par le grand âge, on va le pardonner. Ceci étant, j'aurais aimé qu'on évoque
l'attitude des Américains quand ils ont bombardé le Kosovo, quand ils ont bombardé Belgrade, quand ils ont bombardé l'Irak où on devait trouver des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées, et tout ça sans autorisation de l'ONU. Ça a choqué personne, personne n'a crié au loup. Mais c'était sur les l'Irak, Américains. pour le coup, la France a pris une décision très claire. Hein. Ah non, mais d'accord, mais je parle des autres pays en général. Voilà. Donc, quand les Américains bombardent sans autorisation de l'ONU, ça paraît presque normal. Et si Poutine ne veut pas être encerclé et ne veut pas avoir les armes de l'OTAN à sa porte, ce qui n'est pas très sécurisant, c'est le dernier des derniers. Alors, la situation, elle était simple. Il s'engageait à ne pas entrer dans l'OTAN et on n'en arrivait pas là. On va faire réagir justement Sergueï Gernov qui est avec nous, un spécialiste de la Russie. Ça vous fait réagir le témoignage de notre C'est auditeur? une opinion qui est très répandue et il faudrait rappeler à toutes ces personnes qui ont cette opinion que une chose n'excuse pas l'autre. C'est pas parce que les Américains ont fait des fautes qu'il faut pas pardonner Poutine et lui le laisser faire la même chose. Et la question de l'OTAN, c'est une question complètement fausse parce que relisez l'histoire. Staline était en train d'envahir l'Europe. Après la guerre, et il était presque avec ses chars en France, avec Maurice Thorez et avec Togliatti en Italie, et face à ça, on a créé une organisation de défense. L'OTAN, c'est une organisation de défense qui n'a jamais mené la moindre opération contre les Russes. L'OTAN est depuis 30 ans en Turquie. Et quand on dit que le placement des armes de l'OTAN en Ukraine va rapprocher ces armes du Kremlin, les missiles de Turquie, de l'OTAN, peuvent atteindre les mêmes buts déjà depuis 30 ans. Donc tout est faux dans cette histoire, c'est juste un prétexte, et Poutine mène cette guerre pour punir un peuple qui voulait être libre, qui voulait être indépendant et qui lui a infligé deux baffes parce que Poutine a imposé son protégé Yanukovych et le peuple ukrainien l'a renversé. Et Poutine se venge de ce peuple. Et c'est pas parce que les Américains ont fait des bêtises qu'on va laisser Poutine se venger sur un peuple libre et indépendant. Isabelle Lasserre, c'est vrai que cet argument de l'OTAN revient souvent. Deux choses d'abord sur l'Irak et compagnie, etc. Les Américains se sont fourvoyés en Irak. Je ne pense pas qu'ils se soient fourvoyés au Kosovo. À l'époque, rappelons-nous, on avait un dictateur complètement fou qui s'appelait Slobodan Milosevic avec avec ses excroissances, j'allais dire Karadzic et Mladic en Bosnie, qui étaient en train de vider la Bosnie. Puis après, il s'est passé la même chose au Kosovo. On avait une attaque majeure contre le Kosovo, des exactions absolument épouvantables et un peuple entier qui devait quitter le Kosovo. Donc en fait, on a réagi à des attaques d'un pouvoir politique qui était devenu complètement extrême contre ses voisins ou contre une partie de son peuple. Parce que je vous rappelle que à Srebrenica, la justice internationale a considéré qu'il s'agissait d'un génocide. Donc c'est une réaction pour sauver en fait un peuple qui n'avait rien demandé. Là, les Ukrainiens n'ont absolument attaqué personne. Donc on ne peut pas comparer les deux situations. On peut juste dire les Américains se sont plantés en Irak et là les Français quand même l'avaient vu pas mal. Quant à l'Iran, quant à l'OTAN, je suis tout à fait d'accord. C'est complètement un prétexte. D'ailleurs au début des années 2000, ça se passait très bien entre la Russie et l'OTAN. Il y avait même des gens à Moscou qui se disaient pourquoi pas envisager un jour l'entrée de la Russie dans l'OTAN. Le problème de Vladimir Poutine, c'est pas l'OTAN, c'est l'Union européenne. Les problèmes commencent avec en Ukraine, quand l'Ukraine, c'est le partenariat à l'Union européenne qui en fait provoque les réactions de Vladimir Poutine. Donc la seule chose que, en fait, Vladimir Poutine se fiche de l'OTAN, c'est pas une menace. L'OTAN n'a attaqué personne. C'est une organisation défensive qui en plus était en train quand même de s'éteindre un petit peu. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a ressuscité l'OTAN. Mais enfin, s'il avait attendu 10 ans, on peut même imaginer qu'un jour l'OTAN serait mort de sa mort naturelle. Par contre, l'Union européenne, non. Et ce à quoi veut s'opposer Vladimir Poutine, c'est au choix démocratique de l'Ukraine, au choix européen de l'Ukraine. C'est tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, c'est une menace pour son propre pouvoir. Hein, si jamais la démocratie s'exportait jusqu'en Russie, et puis parce qu'en plus, Poutine croit fondamentalement à un autre modèle, qui est le modèle des autocrates chinois, russes, qui lui
lui-même essaye d'imposer au monde extérieur. Arlette Chabot, finalement, c'est de la part de Vladimir Poutine, il y a plus cette peur de l'Europe qui se rapproche plutôt que de l'OTAN qui était quasiment en fin de vie. Moi, je ne suis pas spécialiste, j'écoute, mais c'est vrai que les choses ont commencé à se dérégler quand les Ukrainiens et on revient effectivement quelques années en arrière, et notamment à 2014 déjà. Maïdan, la liberté et le rapprochement avec l'Union européenne. Et quand effectivement on veut déchirer toute possibilité d'alliance et supprimer toute possibilité d'alliance avec l'Union européenne, c'est là que les choses se gâtent. Alors, ce qui prouve aussi effectivement que le vrai problème de Poutine, c'est la démocratie, et d'accepter effectivement que nous puissions vivre tranquillement dans notre modèle dont il ne veut absolument pas. Sergueï Girnov, en conclusion. Tout à fait, parce que quand il y a eu la première révolution sur Maïdan, Poutine a raconté tout de suite, les Américains ont commis aussi une petite faute, parce qu'ils ont envoyé la secrétaire d'État, je crois, américaine, qui a distribué les pirochki sur Maïdan, et donc et ils ont dit ce sont les Américains qui payent ça, qui interviennent, etc. Et en fait, Poutine, avec Yanukovych, il est allé en Ukraine, dans un pays étranger, présenter le candidat à la présidentielle. Vous imaginez un président américain qui vient là maintenant et qui dit « Je veux que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron deviennent président français ». Vous imaginez ça? Poutine l'a fait. Effectivement. Bon, en tout cas, merci pour ce débat. Sergueï Girnov, spécialiste de la Russie, avec Jean du KGB. Isabelle Lasserre, vous restez avec nous, ça vous dit? On va changer de sujet, on va rester dans l'univers malheureusement. Arlette Chabot qui était avec nous. Et Éric Revel, bien entendu. Le salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes ce samedi et jusqu'au dimanche 6 mars. La guerre qui oppose l'Ukraine peut-elle impacter justement l'agriculture française? On en parle dans un instant. À tout de suite.